Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans ce nouveau live des Pensées Dragoniques. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde a passé une très bonne semaine. Hey! Bonjour à Aquila, bonjour à Sylvie, coucou à tous. J'espère que tout le monde a passé une bonne semaine. Pour ceux qui n'étaient pas là au dernier live, c'était très sympa. On a parlé de trucs assez perchés. On a parlé de loi d'attraction et rencontres amoureuses. On a parlé de réincarnation. C'était un grand débat, forcément. Et on a eu quelques personnes qui ont partagé des histoires. Et du coup, on a analysé quelques problématiques. On a parlé séduction aussi. Est-ce que les gens aiment séduire? Comment ils séduisent, etc. On a même appris une technique, pour ceux qui s'en souviendraient. En tout cas, voilà. Si vous avez un sujet que vous voulez aborder aujourd'hui, si vous avez une histoire qui vous est arrivée, si vous voulez qu'on analyse ça en direct, écrivez-le en commentaire et je n'y manquerai pas. Et sinon, en attendant, j'ai eu une requête par message privé d'une histoire qu'on m'a demandé d'analyser et du coup, je vais parler de ça. Et voilà. En attendant, n'hésitez pas, écrivez des trucs. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Il y a des nouveaux en plus, je crois qu'il y a des gens qui ne sont jamais venus en live. Donc bienvenue, j'espère que ce premier live pour vous sera sympathique. Alors voilà la question qu'on m'a posée, question très intéressante. On m'a demandé, mais d'ailleurs je crois qu'il n'est pas encore arrivé celui qui m'a posé la question, donc ouais en fait je ne vais pas la poser tout de suite. J'ai une question en attendant du coup qu'il arrive. Je réfléchissais il y a quelques heures à 2012. Alors pour ceux qui s'en souviennent, en 2012, il y a eu cette théorie que ça allait être la fin du monde et il y en a qui ont commencé à avoir peur. Il y a eu des survivalistes qui ont commencé à acheter plein de trucs. Ah, il est arrivé. Il y a des survivalistes qui ont commencé à acheter plein de trucs, etc. Et du coup, je voulais faire un petit sondage. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont cru qu'il allait se passer un truc spécial en 2012? Et si oui, quoi donc? Parce qu'évidemment, il y en a qui disent c'est le début de l'inversion des pôles. Il y en a qui disent que c'est qu'on est juste passé à l'année du Verseau. 2012 était une année incroyable. Ah, ça dépend pour qui. Hein. Moi, c'était pas une mauvaise année, mais c'était clairement pas mon année préférée. Mais voilà, qu'est-ce que ça représentait 2012 pour vous? Est-ce que vous pensez qu'on est dans la fin du temps, la fin des temps, pardon? On est dans la pure eschatologie et ça y est, c'est pour ça que le corona est en train de tous nous tuer. Voilà, n'hésitez pas. Mais alors c'est intéressant, t'as cru que ce serait la fin du monde, mais du coup tu pensais qu'il allait se passer quoi? Genre on allait tous mourir d'un coup ou il y allait avoir du feu? Parce que vraisemblablement le truc qui aurait pu se passer c'est s'il y a une inversion d'épaule, mais ça va pas se faire en 2 heures, ça va se faire en un temps assez long. Je sais pas si vous entendez les oiseaux. Mais s'il y a une inversion d'épaule, en gros il y aurait un problème électromagnétique qui ferait que on serait tous tués par plein de phénomènes. Ok. Mais là, c'était quoi? C'était genre, c'est le bug de l'an 2000, le calendrier il tourne et puis hop, une seconde après, tout s'éteint. Quel était le concept? Enfin bref, comme notre ami est arrivé, n'hésitez pas, si vous voulez reparler de 2012, à en parler. Et n'hésitez pas à lancer un autre sujet si vous voulez. Mais voilà le sujet dont on a fait part, qui est si on rencontre quelqu'un qui, avant nous, a vécu beaucoup de traumatismes, et on se met dans la relation avec cette personne, ça se passe très bien, on développe des sentiments, etc. Mais du coup, cette personne, ayant toujours ces traumatismes, n'arrive à garder des bugs et à des gènes. Comment on fait? Est-ce qu'on peut l'aider? Est-ce que c'est péremptoire, etc. Alors il se trouve que moi, je l'ai vécu de plusieurs manières. Je l'ai vécu moi directement. J'ai rencontré des gens qui l'ont vécu et au final, c'est quelque chose d'assez courant. Aucune idée de ce que j'ai vécu en 2012. Je sais pas, il y a des gens qui ont vécu des trucs mystiques apparemment. C'était très spécial. La destruction de la Terre, ouais, ils avaient fait des films et tout, c'était tout un truc. Mais alors voilà, je vais vous donner des exemples plus concrets. Potentiellement, il y en a qui vont pas forcément voir, mais moi, je suis sorti avec une fille qui avait un problème de confiance en elle. Et alors, c'est intéressant. Bon, je vous raconte ma vie. Moi, j'aime les filles qui sont plus ou moins inaccessibles. J'aime bien les filles qui sont très sociales. Enfin, à l'époque où j'ai rencontré cette fille, j'aimais bien les filles qui étaient très sociales, qui rencontraient beaucoup de monde, qui étaient très courtisées et qui étaient très volatiles, qui étaient très furtives et fugitives. Et moi, ça me plaisait parce que du coup, il fallait mettre en avant une certaine connaissance sociale pour pouvoir
trouver l'angle qui faisait qu'elles avaient envie de se poser. Donc il y avait une espèce de gratification instantanée d'être capable de lire suffisamment bien le personnage et d'avoir une connaissance sociale suffisamment élevée pour que la fille trouve tout ce dont elle a besoin dans la relation avec moi. Donc, bref, je rencontre cette fille et je me disais, bah, elle est inaccessible, donc elle doit avoir confiance en elle. Les gens l'adorent, elle est très sociale, il n'y a pas de souci. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que, comparativement à mon amour-propre et à ma manière d'être, elle était beaucoup moins dans l'acceptation d'elle-même et elle avait une sorte de traumatisme qui était lié à des choses qu'elle avait vécues dans son enfance et qui faisait qu'elle n'avait pas confiance en elle. Et en fait, ça a commencé à générer des bugs. Et au début, je ne comprenais pas. On avait des embrouilles, on avait des disputes qui n'avaient strictement aucun sens. Tout allait bien entre nous, et d'un coup, il y avait un bug. Et elle n'était pas jalouse, donc ça n'avait rien à voir avec ça, mais c'était, il va y avoir une dispute pour un sujet complètement bidon, etc. Et donc on en a parlé, et à force d'observer, je me suis rendu compte que les embrouilles avaient toujours un lien, c'était qu'elle supposait que je pensais un truc, elle supposait que j'étais dans un certain état d'esprit, et toutes ces suppositions étaient liées au fait qu'elle n'avait pas confiance en elle, et qu'elle pensait que du coup moi je faisais un truc, enfin elle était en réaction au fait elle avait ce problème. Puis après, j'ai observé toutes les filles qui n'avaient pas confiance en elles et tous les gens qui se mettaient avec des filles comme ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un schéma assez récurrent. Il va y avoir des problèmes, des moments où tout va bien et tout d'un coup, on a l'impression que la personne essaye de tout saboter pour que ça ne fonctionne plus. On se dit, mais comment c'est possible? Ou alors, il y a toujours des problèmes, mais à chaque fois qu'on discute du problème et qu'on essaye d'analyser la raison est toujours différente. Un jour, c'était parce qu'il y avait ça et qu'en fait ça. Non, en fait, c'est parce que ça et en fait ça. Et un jour, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il n'y avait pas de problème. Simplement, cette personne a besoin qu'il y ait un problème, soit parce qu'elle estime qu'elle n'a pas le droit d'être dans une relation parfaite, soit parce qu'elle estime qu'elle n'a pas le droit à votre amour et que du coup, elle veut s'auto-saboter pour ne pas avoir à le vivre et pour avoir une prophétie autoréalisatrice. Se dire en gros, bah voilà, je savais que ça n'allait pas marcher, je savais que... Et du coup, ça n'a pas marché. Donc voilà un exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, je vais juste voir si vous racontez des trucs intéressants en attendant. Ça t'est déjà arrivé? Compliqué. Qu'est-ce que tu as fait justement? Qu'est-ce que tu as fait? Ah oui, Aurore dormait. Intéressant le sujet que tu lances sur une relation amoureuse avec une personne porteuse de traumatisme. C'est intriguant. Ouais. Donc ça, c'était mon cas personnel qui a été la source de ma réflexion et de mes premières analyses. Et je vais vous raconter le cas le plus fou sur lequel je suis tombé. Tiens, bonjour Mickaël. Bonjour tout le monde d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je fais des distinctions. Tu l'as rassuré avec une certaine confiance en toi et son passé et sa personnalité profonde l'ont rattrapé. Alors il y a plusieurs choses intéressantes que je veux dire. Mais je vais vous donner un deuxième cas de figure. J'ai rencontré une femme avec qui on ne s'est pas mis ensemble, rien à voir. On est devenus super amis. Et elle, il se trouve qu'elle a vécu des traumatismes improbables. Un de ses parents s'est suicidé devant elle. Elle a eu un accident de voiture qui l'a défigurée. Elle a failli mourir de noyade à un moment, etc. Enfin, vie chaotique. Et en gros, pour elle, la vie, c'était le chaos. Et son leitmotiv, c'était, en gros, elle attend la fin. Pour des raisons que je comprends vachement. Elle n'a jamais été suicidaire. Elle n'est jamais allée au bout de mettre fin à sa vie, mais c'était sa conception du monde. À chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un, parce qu'en plus, elle était très très forte socialement, elle était très intelligente et tout, elle le détruisait. Et c'était comme un jeu pour elle. Elle prenait quelqu'un qui avait l'air heureux, joyeux, et du coup, elle allait sur lui comme une espèce de femme fatale, comme une espèce de menthe religieuse, et elle le drainait petit à petit. Elle le rendait amoureux, puis après, elle le faisait souffrir, et sa conclusion, c'était, tu vois, la vie, c'est de la souffrance. Et du coup, les gens se battaient pour essayer de trouver la solution, et pour lui dire, mais non, pour essayer de la sortir de son marasme. Évidemment, personne ne trouvait, et tout le monde y laissait des plumes violentes. Voilà. Et donc elle, à chaque fois qu'elle était dans une relation qui fonctionnait, dans sa tête, il y avait une croyance profonde qui était non, ça ne marchera pas. Je vais détruire la relation et si ça marche, je vais la détruire pour éviter d'être attaqué. Parce qu'il y a en plus ce mécanisme qui est que les gens inventent une peur, ils inventent un spectre qui plane, une épée de Damoclès, et ensuite, pour se protéger de la fatalité, ils sabotent la relation. Mais je pense qu'on on est beaucoup à avoir vécu des choses assez similaires.
Alors, la question c'est comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, et est-ce que quand on est avec une personne comme ça, on peut faire quelque chose? Évidemment, je parlais de témoignages de femmes, mais ça marche aussi avec les hommes qui ont vécu des traumatismes et tout ça, hein. Il y a des trucs bêtes, les gens qui ont été frappés par leurs parents, etc., et qui certains se sentent, enfin, inconsciemment reproduisent le même schéma. Il y a des gens qui, à chaque fois qu'ils ont été avec quelqu'un, ils ont été trompés, etc., donc ils ont une sorte de jalousie bizarre qui vient de nulle part. Je pense que vous avez des milliards d'exemples. Alors, premièrement, moi, j'en suis arrivé à ma première réflexion, c'était, on ne peut pas être avec des gens comme ça parce que, dans une certaine mesure, on ne peut pas les rassurer. Si quelqu'un n'a pas confiance en lui, par exemple, ce que j'ai le plus étudié, vous aurez beau lui dire mais t'es très bien, t'es génial, etc. Et il dira que vous le faites pour lui faire plaisir. Et vous n'aurez pas un moyen particulier de lui démontrer que non, 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 vous trouvez cette personne spéciale. Et le pire, c'est en plus quand cette personne vous porte du crédit. Moi, j'avais la chance que mon ex trouvait que j'étais quelqu'un d'un peu stylé, que j'avais une vision du monde un peu singulière et que j'avais des grands standards. Et quand je lui disais qu'une personne était stylée, elle me disait waouh, c'est ok. Et quand je lui disais qu'elle était stylée, elle se disait non, mais il dit ça pour me faire plaisir. Et il n'y avait rien de possible. Je pouvais lui faire des surprises, je pouvais m'investir, je pouvais être là et lui montrer, littéralement faire des choses qu'on ne ferait pas si on s'en fichait, qu'on ne ferait pas juste pour faire semblant, qui demandent quand même une vraie énergie, une vraie dévotion et un vrai amour. Eh bien, rien n'y faisait. Eh bien, cette fille, je l'ai revue des années après, et elle s'était mise en couple avec quelqu'un, et les problèmes qu'on avait entre nous semblaient avoir disparu. Alors je me suis dit, mais c'est très intéressant, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un était plus malin que moi? Est-ce que quelqu'un avait quelque chose de plus subtil? Et en réalité, la réponse a été toute bête, c'est que de l'échec de notre relation, enfin, après en avoir parlé avec elle, hein, je ne suis pas en train d'interpréter pour elle, mais de l'échec de notre relation, elle en a retiré que, au final, ce que je disais, je le pensais, au final, elle a réalisé, en n'étant plus avec moi, en ayant le recul de l'absence, qu'effectivement, elle avait un problème de confiance en elle. Et du coup, elle a décidé de travailler sur ça. Alors, nous, on n'était plus ensemble, donc forcément, le timing était mauvais. Elle a rencontré quelqu'un, et en gros, elle lui a dit, de manière assez littérale, voilà où j'en suis dans ma vie. En ce moment, je ne peux pas te donner de l'amour et te dire que je t'aime, etc., parce que je ne m'aime pas moi-même et j'ai besoin de comprendre ce que c'est l'amour avant de pouvoir en donner. Mais si tu es OK avec ça, on peut être ensemble. Et la personne avec qui elle était lui a dit je suis OK, moi de toute façon j'ai envie d'être avec toi et je m'en fiche, ça prendra le temps que ça prendra, on fera ce qu'il faudra faire, etc. Et au final, ils ont fini ensemble. Mais ce qui est très intéressant, c'est que moi j'aurais pas pu faire ça. J'aurais pas pu faire ça. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit ouais, en vrai, j'ai pas de regrets parce que je n'aurais pas eu l'énergie, l'abnégation de juste m'effacer et dire ok, j'ai besoin moi dans une relation qui a un échange. Donc la grande conclusion que j'ai, c'est que quand vous tombez sur quelqu'un qui a un traumatisme avant vous, en réalité, vous ne pouvez pas résoudre son traumatisme pour lui. C'est impossible, c'est absolument impossible. La première chose, c'est qu'il faut que cette personne ait envie de résoudre son traumatisme. Donc il faut qu'elle ait elle-même identifié qu'elle a un traumatisme. Et ça déjà, c'est un premier problème. Une fois que la personne a réalisé qu'elle avait un traumatisme, la deuxième étape, c'est qu'elle ait envie de faire quelque chose pour s'en sortir. Parce que évidemment, il y a plein de gens qui ont des névroses, qui ont des problèmes, qui le savent, qui vont voir des psys, qui vont consulter des gens. Mais si vous leur dites, mais ton problème, tu peux le résoudre facilement, il suffit de faire ça, ça et ça, ils vous diront, ouais, c'est joli, et ils le feront jamais. Donc déjà, vous devez vous assurer que cette personne est dans l'état d'esprit de résoudre son problème. Et si ce n'est pas le cas, vous n'avez aucune chance d'avoir une relation pérenne. Donc vous pouvez vivre quelque chose, mais il faut savoir que vous allez avoir des disputes, et il faut que vous soyez conscient quand vous avez une dispute que la dispute ne vient pas forcément de vous, ne vient pas forcément d'un problème entre vous deux, ni d'un problème d'incompatibilité, mais potentiellement simplement d'une stratégie d'auto-sabotage. Si jamais cette personne veut bien régler son problème, si cette personne, etc., toutes les précautions que je vous ai données, alors ce que vous pouvez faire, la première chose, c'est en permanence lui adresser le fait que vous êtes avec elle, que vous êtes heureux d'être avec elle,
et que vous allez rester avec elle, que vous n'avez pas de problème avec son traumatisme. C'est très important de l'accepter et surtout de ne pas en faire quelque chose. C'est pas votre traumatisme, c'est pas votre problème, c'est pas votre vie. Donc si la personne a un problème et que vous l'aimez inconditionnellement, vous l'aimez avec son problème. Donc vous ne lui reprochez pas et vous n'en faites pas quelque chose. Le deuxième point, c'est aussi de ne pas essayer de le résoudre en permanence. Parce que plus vous allez essayer de résoudre le problème, plus vous allez générer de l'anxiété. La personne va avoir l'impression qu'en gros, si son problème ne se règle pas, vous allez péricliter, vous allez être trop triste, vous allez être consumé, etc. Et du coup, elle va se sentir mal quand elle ressent que le problème est toujours là. Or, si c'est un traumatisme profond, il y a de grandes chances qu'il ne disparaisse pas instantanément. Donc, par définition, vous ne pourrez pas le résoudre en 10 minutes. Donc, il faut que vous lui laissiez la latitude de régler son problème à sa vitesse, en faisant ce dont elle a besoin, en trouvant les solutions là où elle les cherche, etc. Et ça demande énormément de patience, mais si vous aimez vraiment la personne et que vous avez la force, la sagacité, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je pense, enfin, pourquoi pas? Chacun sait où il en est dans sa vie et ce qu'il attend. Par contre, faites très attention, parce que si vous faites semblant, vous essayez de vous convaincre, vous vous dites non, 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 mais moi, si jamais je rencontrais quelqu'un qui avait des traumatismes et qui voulait évoluer, je saurais prendre le temps, etc. Si vous attendez peut-être 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an peut-être, et qu'au bout d'un an, le problème est toujours là, il ne faudra pas après vous énerver du jour au lendemain. Il ne faudra pas créer du ressentiment et après reprocher à la personne « Ah oui, mais j'ai fait tellement pour toi, j'étais là et machin ». Vous ne pourrez vous plaindre qu'auprès de vous-même pour avoir été quelque part quelqu'un de fourbe. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Laurent, si tu es toujours dans les parages, mais voilà ma réponse. En gros, déjà, pose-lui la question, est-ce qu'elle veut vraiment résoudre son problème? Si elle veut vraiment le résoudre, il faut que tu lui dises que tu seras toujours là pour elle et que ce dont elle a besoin, tu es prêt à lui donner, qu'elle te le dise, il n'y a pas de souci, et tu lui dis qu'il n'y a pas de problème avec le fait de la tester, que de toute façon, tu sais ce que tu penses, tu sais ce que tu dis, et il n'y a pas de souci, tu ne vas pas disparaître. Mais maintenant, tu ne vas pas essayer de lui prouver que tu es ceci ou cela, à elle de se faire sa propre opinion et à te tester si elle ne te croit pas, mais tu n'as rien à lui prouver. Et je pense que c'est la meilleure stratégie. Voilà. D'ailleurs, ce qui m'amène à un autre truc, il n'y a pas de problème, ce qui m'amène à un autre truc marrant qui est les attentes que vous projetez sur les gens avec qui vous êtes. Et là, je vais vous donner un autre exemple, c'est... il y a une fille qui m'appelle un jour et qui me dit voilà, j'ai un problème, je suis avec quelqu'un et on a des relations sexuelles, etc. Et j'ai pas encore eu d'orgasme. Et lui, apparemment, ça lui pose un problème et il m'en parle souvent et du coup, il essaye de comprendre et il me dit ah, mais peut-être on devrait faire ci, on devrait faire ça, etc. Et en fait, ce dont il se rendait pas compte et qui était pour moi assez évident, mais c'est drôle, c'est qu'il a créé une espèce il a projeté sur elle une espèce d'angoisse qui n'avait pas lieu d'être et qui n'avait aucun sens, qui faisait qu'à chaque fois qu'il se voyait et qu'il se passait un truc, du coup elle ressentait l'attente du mec qu'il se passe un truc miraculeux. Du coup elle était extrêmement crispée, du coup il ne se passait absolument rien de miraculeux, et même au contraire, et du coup elle a commencé à plus le supporter. Il a littéralement détruit sa relation parce qu'il voulait que quelque chose arrive, qui serait probablement arrivé naturellement s'il l'avait juste écouté et s'il avait été suffisamment fin. Et non, il a projeté des fausses peurs et angoisses sur elle, et du coup il l'a perdue. Donc voilà, faites attention à ce que vous projetez dans vos relations. Même si je sais que c'est pas évident, on projette parfois des trucs très bizarres, des trucs inconscients, mais essayez de faire attention. Faire un travail sur soi fondamental avant de se mettre en couple, ça c'est évident. Pour le coup, c'est évident. Guérir de ses blessures intérieures pour ne pas affecter l'autre. Je pense qu'on peut guérir de tout, mais il faut pas du temps. Moi, je ne crois pas à l'existence du temps. Ceux qui suivent mes vidéos vont me dire ah, je croyais que le temps n'existait pas. Il faut beaucoup de mouvements. Il faut beaucoup de choses pour guérir et tu ne peux pas forcément tout guérir. Et je ne suis pas, moi, en tout cas, de l'avis qu'il faut se couper du monde jusqu'à ce que tu aies résolu tous tes problèmes, et seulement quand tu as résolu tous tes problèmes, tu peux te mettre dans une relation. Tu as le droit de vivre, tu as le droit de te mettre avec des gens qui, eux aussi, n'ont pas encore résolu tous leurs problèmes. Je pense que
ce qui est important, c'est surtout d'être conscient de ce que tu vis, d'être conscient de tes traumatismes et de ce qui te bloque, et juste de ne pas le déverser sur une personne, et ne pas attendre à ce qu'il résolve tous tes problèmes. Parce qu'il y a aussi ça. C'est comme les gens jaloux qui reprochent à leur partenaire, conjoint, etc., de générer cette jalousie. C'est genre, oui, mais t'es rentré tard, oui, mais tu parles avec l'autre, etc. Non, c'est pas eux qui ont fait quoi que ce soit, c'est vous qui projetez sur eux que vous avez un problème. Donc voilà. D'ailleurs, je suis en train de préparer une vidéo sur l'infidélité que je trouve absolument extraordinaire. J'espère que j'arriverai à vous la retransmettre de la manière aussi intéressante que j'ai vécu ma réflexion là-dessus. Parce que je pense que beaucoup de gens sont enfermés dans l'idée que l'infidélité leur arrive. C'est un truc mystérieux, quelqu'un de méchant décide de les tromper, et quelle humiliation, etc. Mais en réalité, il y a quand même énormément de choses qui se passent avant que ça arrive, énormément de choses que les gens n'observent pas. Et je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes sur la psychologie de ceux qui se mettent en couple avec quelqu'un d'infidèle et des gens infidèles à expliquer. Bonjour, coucou à celle qui vient d'arriver. Voilà en tout cas pour la réponse à la question. Est-ce que quelqu'un a un sujet sympa? Est-ce que quelqu'un a une histoire? Est-ce qu'il s'est passé un truc fun dans votre semaine? Ou vous voulez que je vous raconte une histoire? Vous voulez que je vous analyse encore une autre des situations sympas que j'ai reçues en appel? Ne pas mettre les clés de notre bonheur et épanouissement dans les mains de quelqu'un. Je pense qu'ainsi, on n'aurait pas trop d'attentes envers l'autre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, chacun a sa vision d'une relation. Il y a des gens dans une relation qui cherchent à ce que l'autre soit en gros celui qui va résoudre leurs problèmes. Il y a des gens, c'est ça leur modèle. Ils se disent, je me mets avec quelqu'un et moi j'ai besoin de ça, ça et ça, et il me l'apporte. Je suis pas contre, hein, c'est juste faut après assumer que, enfin, faut comprendre la nature de sa relation. En vrai, mon message, c'est qu'il n'y a pas une, enfin, il y a une vérité dans l'absolu. Je ne supporte pas les gens qui disent qu'il y a des vérités. C'est tellement incohérent que, bref, il y a une vérité dans l'absolu, mais on a chacun une réalité, une expérience du monde, et tout ce qu'il faut, c'est comprendre ce qu'on fait, comprendre ce qu'on pense, et comprendre la différence de point de vue que les autres ont avec nous. C'est tout. Il n'y a pas de bien et de mal. On a le droit de on a le droit d'être dans une relation alors qu'elle est nulle. On a le droit de rester avec quelqu'un alors qu'il nous fait du mal. On a le droit d'être traumatisé et de ne pas vouloir changer. Il faut juste être conscient que du coup on a fait ce choix. Il ne faut pas reprocher aux autres le fait que nous on a fait ce choix. C'est un peu ça mon message. C'est essayer de partager avec vous toutes les clés de compréhension que j'ai acquises au fil des années. Et après, vous faites ce que vous voulez, mais au moins vous voyez les choses telles qu'elles sont et pas telles que vous les imaginez ou vous les projetez. J'ai beaucoup réfléchi à ça et j'ai déjà pardonné une infidélité à cause de mon propre comportement. Très intéressant aussi cette question. Est-ce que, ça fait partie des questions qu'on m'a posées, est-ce qu'on doit pardonner une infidélité? Alors évidemment, il n'y a pas de réponse gravée dans la pierre, il faut, il ne faut pas. Mais c'est intéressant, est-ce qu'on peut se remettre? En fait, c'est plus ça, est-ce qu'on peut reconstruire une relation après une infidélité? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne vous donnerai pas toutes les réponses ce soir, parce que comme je prépare une vidéo là-dessus, sinon après, vous ne la regarderez pas. Vous direz, ah bah on sait déjà. Mais on peut lancer le sujet. Je pense qu'il n'y a aucun moyen de guérir les blessures internes sans contact avec les autres. Ah ça, je suis pas d'accord du tout. Je suis pas d'accord du tout. D'ailleurs, moi, la plupart de mes blessures, je les ai guéries en étant littéralement tout seul, en ne faisant absolument rien. D'ailleurs, pour tout te dire, mon rêve, et c'est à cause d'un mauvais timing que ça s'est pas fait, mais pendant un moment, mon rêve, c'était d'aller dans une grotte. J'en avais trouvé une et tout, etc. Et d'y rester pendant une semaine à jeûner, à boire que de l'eau, voire parfois à ne rien boire du tout, et juste à méditer dans le noir intégral. C'était ça mon projet pour des raisons très intéressantes, et je ferai une vidéo là-dessus qui est, comment le dire sans rentrer dans des détails, puisque ça deviendrait très long, pour générer des réactions chimiques particulières à l'intérieur de mon corps, pour avoir des expériences particulières de la réalité. Voilà, si je devais te donner une réponse assez précise. D'ailleurs, est-ce que parmi vous, certains connaissent la DMT? Est-ce que c'est un mot qui vous dit quelque chose ou pas? Parce que ça, c'est un sujet sympa. Est-ce que vous connaissez la DMT? Est-ce que vous connaissez la 5-MeO? Est-ce que vous connaissez l'ayahuasca? Un de ces trois, vous auriez quand même un bonus. Alors, coucou.
coucou à ceux qui arrivent encore. Être aligné avec ce qui nous anime. Ah, ça c'est stylé. C'est la dynamique de la vie. Il faut beaucoup d'amour et de maîtrise pour pardonner une infidélité, je pense. Je crois pas. Je crois pas. Il n'y a pas besoin d'amour, ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Imagine, tu es avec quelqu'un, par exemple, et il part en voyage d'affaires pendant 3 mois dans un endroit. Il est là-bas, etc. Un jour, il apprend une très mauvaise nouvelle, sa mère est morte. Il est triste, etc. Et il y a une femme avec qui il bossait, ils se retrouvent en enceinte close, c'est-à-dire qu'ils sont pris depuis 3 mois dans le même micro-monde où ils se voient entre eux tous les jours, etc. Donc ça développe quand même une sorte d'intimité particulière. Et à un moment de faiblesse, elle est là, et bref, il avait bu, etc. Et ils font l'amour. Le mec a quand même potentiellement, allez, 20% de lucidité à l'intérieur de lui-même. Certes, il a une responsabilité, mais on n'est pas dans le cas de figure où c'est prémédité, on n'est pas dans le cas de figure où il le fait parce qu'il en a besoin, etc. C'est vraiment un moment de faiblesse ou machin chose. Si tu considères qu'en gros il faut de l'amour pour lui pardonner, c'est que potentiellement tu n'acceptais pas en gros le fait que tu n'étais pas là et qu'il avait besoin de quelqu'un pour résoudre son problème à ce moment-là. Alors je dis pas que c'était la seule manière de résoudre son problème, mais je dis qu'à ce moment-là il avait un besoin et quelqu'un était là. Et toi ton problème ce serait plus, ouais mais il faut que ce soit avec moi qui résolve tous ses besoins. Auquel cas, c'est pas de l'amour pour moi. Ça, c'est. Il faudrait justement réussir à dompter ton ego plutôt pour lui pardonner, mais c'est pas de l'amour. Parce que si tu avais de l'amour, en fait, la question ne se poserait pas, tu n'aurais pas ce problème. Selon moi, pouvoir reconstruire il faut d'abord entreprendre ce qui, dans le comportement de chacun, a amené à la dite infidélité. Ouais, tout à fait. Mais il y a un truc, ce que j'avais posé la question à certains. Ah, il y a des très bonnes questions. Je reviens dessus. La grande question, c'est aussi, il y a différents types d'infidélité. À chaque fois, les gens imaginent quelqu'un qui est dans un couple, marié pendant 3 ans, et un jour, il tombe sur une autre femme et il trompe. Mais il y a des gens, c'est leur nature, c'est comme ça. Et pour eux, c'est même pas de l'infidélité, puisqu'en gros, ils ne s'arrêtent jamais. En fait, ils refusent la monogamie. C'est pas qu'ils sont infidèles, c'est ils refusent le modèle que vous leur proposez, et juste ils vous le disent pas, ou ils vous le disent, et c'est vous qui vous faites croire que vous aviez un accord, etc. Et quid de ces personnes? Vous allez faire comment pour savoir pourquoi ils vous ont trompé? Puisque la raison, elle est à l'intérieur d'eux, elle n'est pas à l'intérieur de votre relation. La seule question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi vous êtes attiré par des gens qui sont comme ça. Et en même temps, vous leur reprochez. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Les gens se mettent avec des gens en leur reprochant d'être ce qu'ils sont. Réfléchissez à ça. Comment tu sais que tu as guéri? C'est une excellente question. Bah, tout simplement parce que, pour moi, et je ne dis pas que j'ai guéri sur tout, encore une fois, je dis que j'ai guéri sur beaucoup de choses. Pour moi, j'ai analysé ma vie à un moment et j'ai analysé les blocages que j'avais. Et j'ai remarqué que j'étais dans un schéma récurrent. Je me retrouvais dans le même genre de situation problématique, j'avais le même genre de conflit avec les gens, j'arrivais au même genre d'incompréhension et de frustration. Et un jour, le schéma s'est littéralement rompu. En plus de ça, j'ai eu des expériences particulières de la vie et sensorielles qui font que littéralement, mon niveau de conscience a changé. J'ai eu une capacité d'accéder à plus d'informations. J'étais moins un type qui erre dans les rues, qui marche, qui parle avec des gens, qui va à des soirées, qui rentre chez lui, qui dort. Je voyais un monde plus grand. Et puis, des années plus tard, ça n'est jamais revenu. Donc, j'estime qu'il y avait un schéma, il s'est passé ça, il n'y a plus de schéma, le schéma était là depuis des années, il n'est jamais revenu. Je pense qu'on peut dire qu'il y a une relation de cause à effet. Non pour les trois. Je ne sais pas à quoi tu fais référence. Selon moi, pour pouvoir reconstruire après une infidélité, il faut d'abord comprendre ce qui, dans le comportement de chacun, voilà, ça j'avais déjà lu, yes, j'ai pas pardonné pour ne pas être seul. J'ai pardonné pour ne pas être seul. Bah ça c'est compliqué, ça c'est compliqué. Mais au moins tu sais pourquoi tu l'as fait et tu sais pourquoi tu étais avec la personne. Si tu arrives à vivre avec, pour moi c'est propre. Tant que tu sais pourquoi tu fais quelque chose et que tu l'acceptes, au moins tu es dans le mieux, j'imagine, de ce que tu peux faire à un moment donné. S'isoler seul pour s'auto-guérir, ça peut être sain. Prendre le temps pour se ressourcer et revenir avec les autres, parce que l'être humain est interdépendant et a besoin de ses semblables, et vice-versa. C'est une bonne question. Il y a beaucoup de gens qui ont cette théorie, effectivement, qu'on est des êtres
qui vivent en société, qui ont besoin de ça. Je suis moyennement d'accord, mais je dirais que globalement, c'est vrai pour la plupart des gens. L'ayahuasca et DMT, super intéressant comme alignement. Tout est tellement clair et évident après une cérémonie ayahuasca. Il faut juste passer par le moment désagréable avant. Bah voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'ayahuasca, c'est très intéressant. Et moi, ça me touche particulièrement parce que c'était la dernière quête de ma vie. Maintenant, je suis passé à autre chose, mais c'était la dernière quête de ma vie. Et pour en arriver en fin de compte à en vouloir. Bah oui, mais ça c'est le problème. Quand tu acceptes un truc et après tu crées du ressentiment. C'est genre j'accepte, mais il y a des conditions que je te dis pas. Et du coup, après, je te le reproche. Sauf que l'autre, il s'en fout. Du coup, tu te retrouves avec la double haine. Tu as la double peine. Tu as la peine parce que tu as fait quelque chose contre ta volonté, contre tes principes en tout cas. Et après, tu as de la haine parce que l'autre, il s'en fout. Et qui ne reconnaît pas l'abnégation, tous les efforts que tu as fait. D'où le fait de ne pas faire des trucs juste par projection et par calcul. En vrai, ce serait grave de tester une de ces trois substances. Ah, c'était pour les trois, pardon. Maintenant, je comprends. Donc oui, l'ayahuasca, la DMT, pour ceux qui ne connaissent pas, alors c'est très intéressant. En gros, dans plein de cultures, dans tous les continents, que ce soit en Chine, en Afrique, en Amérique du Sud, mais l'ayahuasca, c'est spécifiquement d'Amérique du Sud, il existe des plantes, des herbes, des principes actifs, et là, en l'occurrence, l'ayahuasca, c'est à la base une écorce d'un arbre que les chamans font en infusion, ils font infuser dans un breuvage, et ensuite les gens boivent ce breuvage. Et il se trouve qu'en buvant ce breuvage, il y a une espèce de nettoyage interne qui se produit, les gens se mettent à vomir, etc. Il y a un vrai nettoyage, d'ailleurs avant de le prendre, il y a tout un rituel, il faut jeûner pendant un certain temps, blablabla. Et une fois qu'ils ont fait tout ça, ils ont accès à un état complètement altéré de conscience. Et alors certains parlent de voyage astral, certains quittent la troisième dimension vers les 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certains rencontrent Dieu, Jésus, Bouddha, Marie-Joseph et tous leurs amis. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça dure assez longtemps, qu'il faut la supervision de quelqu'un et que les gens après ont l'impression ils ont compris ce qu'il y avait au-delà de la matière. Et du coup, ils reviennent dans leur vie avec une nouvelle perspective, même si en vrai, ils perdent beaucoup de leur expérience. Et c'est très intéressant parce que l'ayahuasca, donc le principe actif à l'intérieur de l'ayahuasca s'appelle la DMT, c'est une molécule, et cette molécule, elle est présente dans tout ce qui est vivant. Tout ce qui est vivant produit de la DMT. Et comme nous, vous le savez, on est vivant, et ben on produit de la DMT en grande quantité. Alors, il se trouve qu'il y a deux moments dans notre vie où on va sécréter beaucoup de DMT, c'est produit par une glande. C'est à la naissance, on produit beaucoup de DMT, pour des raisons qu'on ignore, et quand on meurt ou quand on est proche d'une mort. C'est pour ça que les gens qui sont en état de mort imminente, certains racontent qu'ils ont vu un tunnel, certains racontent qu'ils ont quitté leur corps et ils se sont vus d'au-dessus, et d'autres racontent qu'ils ont carrément été dans d'autres sphères, etc. Il se trouve que, il existe des méthodes par la méditation et par plein d'autres choses qui permettent d'augmenter et de se mettre à décharger une grande quantité de DMT dans son corps de manière naturelle, sans avoir à prendre une drogue extérieure. Parce qu'en gros, il y a l'ayahuasca, c'est un breuvage, mais il existe de la DMT synthétique, c'est en gros des cristaux que les gens peuvent fumer, et il existe aussi des plantes qui peuvent être fumées, etc. Enfin, il existe plein de moyens de le faire. Donc voilà. Et donc toute une grande partie, moi j'ai vécu avec des hippies pendant 5 mois, je crois, un truc comme ça, qui tournaient tous sous champignons et qui étaient tous dans un monde parallèle à peu près 24 heures sur 24. Et ils prenaient de la DMT, ils me disaient mais tu devrais trop essayer, etc. Tu vas voir le monde, surtout toi avec les réflexions que tu as. Et ça ne m'intéressait pas parce qu'au fond de moi j'ai toujours eu un truc de... C'est ma quête personnelle, mais je pense qu'il y a des choses qui n'auront de la valeur pour moi que si j'ai choisi le chemin difficile et celui qui ne venait que de moi, que de la nature, et qui ne demandait pas de transformation extérieure. Et du coup, j'ai recherché comment on produit de la DMT naturellement, etc. Et donc, ça a été un peu la quête de ma vie d'arriver à aligner les astres pour faire tout ce qu'il fallait et arriver à ce grand moment. Bref, je ne dis pas que les autres vous guérissent, je dis que la relation avec les autres produit la guérison. Nous sommes des êtres sociaux. C'est possible, ça c'est possible. Dans certains cas de figure, c'est même vrai. Je suis assez d'accord. C'est pas systématique, mais c'est assez d'accord. Et je suis aussi d'accord qu'on ne peut pas guérir qui que ce soit. Les gens qui vous disent que c'est des guérisseurs, c'est des charlatans. En réalité, un guérisseur, c'est quelqu'un qui se guérit lui-même
et dont l'effet de la guérison peut vous impacter ou vous inspirer, mais personne ne peut vous guérir directement. Moi, j'ai eu combo sur les deux sujets précédents. Trauma passé plus infidélité, elle a reproduit le schéma du passé. Oui, alors ça, aussi un classique. C'est aussi un classique. Mais pour le coup, tu peux dépister ces personnes-là. Le truc, en fait, c'est ça, c'est d'avoir la capacité, le discernement de reconnaître ces gens, et après, tu choisis ou tu choisis pas d'être avec eux. Et après, pour te dire, il faut savoir qu'il y a aussi un truc qui est en toi. Bon, je vous donne déjà une des clés de la question de l'infidélité, mais les gens se mettent avec toi, que ce soit en couple, amicalement ou ce que tu veux. Les gens se mettent avec toi parce qu'en toi, il y a quelque chose qui les attire. Et ce qui les attire, c'est quelque chose qui leur est familier. Donc, tu attires pas des gens au hasard. Tu verras que en amour, je ne sais pas comment t'es, je ne sais pas si tu as eu des millions de partenaires, etc. Mais tu verras que tu ne peux pas attirer tout le monde. Et il y a des gens, systématiquement, c'est comme s'ils étaient inaccessibles. Il y a un plafond de verre, ils ne te voient pas et tu es un meuble dans la pièce quand tu es là. Et il y a des gens, c'est le contraire. Tu n'as pas grand-chose à faire et tu ne sais pas pourquoi ils veulent absolument être avec toi. Bah, si tu réfléchis vraiment et si tu les analyses, ça va te paraître évident les schémas. Évident. Moi, honnêtement, tu me montres juste un trombinoscope et tu me décris la personnalité des gens, je peux déjà te pointer du doigt toutes les filles avec qui j'aurais potentiellement une chance, sans faire des pieds et des mains et des trucs impressionnants. Je ne sais pas d'ailleurs si j'ai fini cette réflexion, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus. Je ne sais pas, je la finirai. Oui, et donc pour l'infidélité, il y a un truc que tu as à l'intérieur de toi, qui peut évoluer dans le temps, hein, qui n'est pas fixe, mais en fonction de comment l'état de ce truc, tu vas pouvoir le déclencher, enfin ça va se déclencher ou ça ne va pas se déclencher. Moi par exemple, j'ai jamais été trompé, alors vous allez me dire comment tu sais, machin, etc. Bon, on ne peut pas tout savoir. Par contre, c'est très intéressant parce que j'ai été dans plusieurs relations. À un moment, je reproduisais un schéma et c'était très drôle. Et je rencontrais des filles qui étaient exactement pareilles. Physiquement, elles étaient relativement différentes, mais même personnalité, trait pour trait. Donc je me retrouvais dans les mêmes embrouilles. Et c'est au bout de la troisième fois que je me suis dit, wow, ça devient chaud quand même. Une fille qui n'a même pas la même culture, même pas sur le même continent et qui est exactement, avec laquelle j'ai exactement les mêmes problèmes, je me suis dit, là, c'est moi, c'est sûr. Et un des points intéressants, c'est qu'on s'était rencontrés de manière informelle. On avait commencé à sortir ensemble, mais sans décider d'être un couple monogame. Et on se voyait, et voilà, c'était très bien. Et je connaissais tous ses amis, son écosystème, et tous ses amis, elle traînait que avec des filles quasiment, et des hommes homosexuels. Et ils étaient tous en mode dating. Ils avaient tous plusieurs personnes qu'ils voyaient régulièrement, etc. Et avec qui ils avaient des rapports. Donc je savais que la notion de couple monogame n'existait pour aucun d'eux, et même pour elle. Et je savais que potentiellement, quand on n'était pas ensemble, elle voyait des gens, et je m'en fichais complètement, parce que je faisais pareil. J'avais aucune intention de finir avec elle à ce moment-là, ou d'être dans une vraie relation. Ça ne me posait pas de problème. Bref, un moment, on a appris à vraiment se connaître avec le temps, et elle a commencé à développer des vrais sentiments pour moi. Et donc notre relation a commencé à s'intensifier, pardon, au point où j'ai bien vu qu'elle commençait à tomber amoureuse de moi, etc. Chose qui l'énervait beaucoup d'ailleurs. Elle avait beaucoup de mal à l'accepter, c'était contre son ego et ses principes, mais bref. Un jour, on s'est éloigné parce qu'il se passait des trucs dans ma vie, j'avais moins de temps et d'énergie à lui consacrer, et elle est devenue très énervée. On a arrêté de se voir pendant, je sais pas, peut-être 3 semaines, un mois, et puis après on a recommencé à se voir, c'est redevenu pareil, l'intensité est revenue, etc., etc. Un jour où elle était énervée contre moi, on se disputait, elle me dit ouais, je vais te dire un truc, et je voyais qu'elle avait cette énergie d'essayer de me piquer à vif, de me blesser et d'essayer de me faire du mal, et donc je dis ok, allons-y, que s'est-il passé? Elle me dit voilà, tu dis tout le temps que on te trompe jamais, etc. Parce que bon, évidemment, les gens, quand ils sont énervés contre vous, ils aiment bien répéter des trucs que vous avez peut-être dit une seule fois, voire que vous n'avez même pas dit sous cette forme, mais admettons. Et donc elle me dit bah je t'ai trompé. Et étant tellement sûr de moi et de ma compréhension du personnage, je lui ai dit mais quand? Je ne suis pas énervé, j'ai pas eu de réaction, je lui ai dit quand? Avec un espèce de petit sourire en coin qui commençait à se dessiner. Et elle m'a dit bah à tel moment. Et je lui ai dit bah t'as pas remarqué qu'il y a un truc fondamental par rapport à ce moment? Et elle me dit quoi? Je lui ai dit bah c'est le moment où littéralement j'ai disparu et on se voyait plus. Et en fait c'était très drôle quand on était ensemble et que je lui donnais mon être, que je ne retenais rien et qu'on était vraiment dans un échange, bah, du coup, on avait un lien qui faisait que ça ne lui serait pas venu à l'esprit d'aller voir ailleurs et de voir quelqu'un d'autre.
parce qu'elle voulait garder ce lien précieux et qu'elle voulait le laisser dans un état sublimé. Et moi aussi, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est elle ou c'est parce que c'est moi. Quand je me suis retiré de l'interaction, du coup, elle avait un vide et elle avait une envie de me punir, et les deux combinés faisaient qu'elle allait voir ailleurs. Et pour elle, c'était une punition, mais pour moi, c'était naturel, j'avais pas de problème avec. Donc vous voyez, dans une certaine mesure, votre comportement, votre vision du monde crée un état dans lequel vous êtes, cet état projette des choses autour de vous, et les gens sont réceptifs à ces choses et agissent par rapport à ces choses. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Mais n'hésitez pas, hein, si vous voulez parler d'un autre truc, je vous lis et j'enchaîne. Alors, moi j'ai eu le combo, ça on a vu. Alors, être polygame pour un seul du couple, ce n'est pas de l'infidélité. Alors après, ça c'est les polyamours. Je voulais en parler à un moment, mais les polyamours, c'est un peu un concept qui est compliqué parce que, comme beaucoup de choses, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tout le monde est vraiment conscient de ce qu'il fait? Il y a une grande dissymétrie dans les rapports sociaux. Il y a beaucoup de gens qui acceptent des trucs simplement parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux pour dire « je refuse ». Donc la question que je me pose, c'est combien de personnes sont dans des couples polyamours et veulent vraiment être dans des couples polyamours? Et comme j'en ai jamais rencontré, je ne peux pas encore faire l'analyse. Mais de ce que j'ai vu, il y a toujours une dissymétrie. Ce qui ne veut pas dire que les gens sont malheureux, mais il y a toujours des gens qui sont plus aimés que d'autres. C'est comme les parents avec leurs enfants, on a beau dire, mais ils ont des sortes de préférences intrinsèques. En tout cas, peut-être pas tous, mais il y a plein de parents qui aiment plus un de leurs enfants qu'un autre. C'est évident pour tout le monde. Mais pour moi, infidélité, ça n'existe que si tu le fais sans le consentement de l'autre. À partir du moment où l'autre est d'accord avec le fait que tu ailles voir ailleurs, ça ne peut pas être de l'infidélité. Donc par définition, si tu es dans un couple polygame, tu n'es pas censé être infidèle. Peut-être que les blessures viennent pour forger notre trait de caractère. Je crois pas. Je pense que les blessures viennent parce que tu les appelles et qu'après, tu peux justement transcender tes blessures et donc forger ton caractère. Mais c'est toi qui t'es venu avec, si tu veux, dans une certaine manière. Je pense que ton âme, de toute façon, ton existence, que ce soit ton corps, que ce soit les événements qui t'arrivent, etc., est le reflet de ton âme. Donc si tu as une blessure, c'est que ton âme a une blessure. Enfin, bon, techniquement, les gens vont me dire, avec l'âme ne peut pas avoir de blessure. Je suis d'accord, t'as une blessure karmique. Voilà, si vous voulez qu'on soit extrêmement précis ce soir, t'as une blessure karmique. Bonjour au fakir. Ou peut-être que c'est le karma la cause. Ah voilà, le karma, parlons-en. Mais le karma, ce qu'il faut savoir, c'est que, contrairement à ce que les gens pensent, le karma, il ne tombe pas du ciel, parce que tu as une première incarnation. Qu'est-ce qui se passe? Quand ton âme se crée, et tu viens t'incarner pour la première fois, il vient d'où le karma? C'est ça la vraie question. Et il y a peu de gens qui ont répondu à cette question. Parce qu'ils se disent, oui, mais je suis comme ça, parce que dans ma vie précédente, ceci, ma vie précédente, cela. Comment tu faisais la première vie? D'où vient-il? Et une fois que tu as compris comment tu as créé pour la première fois du karma, tu te rends compte de ce que c'est vraiment, et du coup, comment le transcender. Et quel impact il a sur ta vie. C'est une potion magique, ce breuvage. Tu as déjà testé? Non, je ne prends pas de drogue psychédélique. Je suis contre le principe parce que tu perds quelque chose à le faire et personnellement, encore une fois, j'ai trouvé comment le faire naturellement, donc je vois pas je vois pas l'intérêt, pardon. Ouais, tu sécrètes de la DMT naturellement. Si tu veux, je peux même t'expliquer le fonctionnement, c'est hyper simple. En fait, quand tu es éveillé, tu produis une hormone qui s'appelle la sérotonine. Si jamais tu as de la lumière qui vient dans tes yeux, ce qui est mon cas de figure là tout de suite, tu produis une hormone qui s'appelle la sérotonine et qui te maintient éveillé. C'est la raison pour laquelle justement on te dit qu'il faut éteindre la lumière avant d'aller te coucher. Quand tu éteins la lumière, ou quand la lumière devient plus rare et que tes yeux sont exposés à une intensité lumineuse plus faible, tu produis de moins en moins de sérotonine, ce qui fait qu'il y a une autre hormone qui est inhibée par la production de sérotonine qui s'appelle la mélatonine. Forcément, il y en a d'entre vous qui ont entendu, si vous avez des insomnies et tout, on vous a dit prendre de la mélatonine, ce qui est une aberration. Ne prenez jamais de la mélatonine, parce que c'est comme si vous preniez de la testostérone quand vous êtes un homme, ça vous réduit la production de testostérone par définition. Donc bref, sérotonine, dès qu'il n'y a plus de lumière, mélatonine, et si tu restes suffisamment longtemps sans lumière, parce que ce qui se passe, c'est que tu restes 10 heures sans lumière, tu te réveilles, tu allumes la lumière, etc. Mais en vrai, si tu restes suffisamment sans lumière, tu vas te mettre à produire une autre hormone qui va permettre après la production d'une autre hormone qui s'appelle la 5-MeO. Et quand la 5-MeO est
en nombre suffisamment élevé, en concentration, voilà, suffisamment élevé, tu te mets à produire de la DMT en grande, grande, grande quantité. D'où la raison pour laquelle je voulais rester dans une grotte pendant une semaine, dans la nuit totale, dans le noir total. Comment ne plus reproduire un schéma passé négatif? Premièrement, il faut que tu comprennes le schéma. Deuxièmement, il faut que tu comprennes ce qu'il t'apporte. À chaque fois que tu as un schéma négatif, il t'apporte quelque chose. Si tu fais quelque chose, c'est que ça t'apporte quelque chose. Quoi que ce soit. Même si tu dis ah, je fais ça et j'en souffre, peut-être, mais tu en retires aussi quelque chose de positif. Il faut que tu observes ce que tu retiens ce que tu en retires de positif, et ensuite il faut que tu trouves une alternative. C'est comme ça pour toutes les addictions ou toutes les blessures. Mais si tu as un exemple concret, je peux te donner un exemple concret, il n'y a pas de souci. Intéressé d'avoir ton avis sur le sujet du destin. Très intéressant. Est-ce que le destin est tracé? Le libre arbitre existe-t-il? Ou entre les deux, sur la base de milliards de paramètres, on peut reproduire une situation? Alors le destin. Voilà, il y a plusieurs questions en même temps. Il y a le destin, il y a le libre arbitre qui sont deux choses différentes même si elles s'interpénètrent. Je vais commencer par le libre arbitre parce que je trouve que c'est la chose la plus intéressante. On a un libre arbitre. On a un libre arbitre. Malheureusement, par contre, je pense qu'il ne fonctionne pas comme vous pourriez penser qu'il fonctionne, à savoir, on n'est pas là dans notre vie de tous les jours et on se dit « Ah non, finalement, je vais faire un autre truc. J'allais faire ça, non, finalement, je change. » On ne peut pas faire le fameux jeu qu'on fait dans sa tête de dire « Attends, là, je vais dire bleu, en fait, non, je dis rouge, en fait, je dis bleu, en fait, je dis rouge. Ah, et du coup, est-ce que le destin, il savait que j'allais dire bleu, rouge, et que j'allais faire l'idiot pendant 20 minutes? C'est impossible, donc il n'y a pas de destin. » Non, en fait, il n'y a pas de libre arbitre. Il y a un libre arbitre, mais pas là. Tout ce qui se passe dans ton incarnation est déjà écrit. Les gens que tu vas rencontrer, etc., tout ça, c'est déjà écrit. Et tu ne peux pas modifier le truc dans la matière. Par contre, si tu es capable de sortir de ta conscience, en tout cas de ton corps, si tu es capable de sortir de ton corps et donc aller dans le monde des archétypes, après tu peux l'appeler comme tu veux, il y en a qui vont l'appeler le monde des archétypes, d'autres qui vont l'appeler l'astral, d'autres qui vont dire le mémoire akashique, d'autres qui vont l'appeler l'éther, le prana, peu importe comment tu l'appelles. En tout cas, si tu es capable d'aller dans cet endroit-là, alors tu peux le faire, puisque ton incarnation, tu l'as décidé avant de t'incarner. Et avant que tu t'incarnes, tu étais dans un monde libre où tu pouvais décider de tout ça. Donc à chaque fois que tu dors et que tu voyages dans l'astral, tu peux avoir une modification pour le lendemain. Mais tu ne peux pas le faire en étant éveillé. D'où même la raison, à mon avis, entre autres, c'est pas la seule, pour laquelle on dort. À mon avis, on dort pour pouvoir corriger les trajectoires. Entre autres, j'ai bien dit entre autres, j'ai pas dit que c'était la seule raison. Et sinon, sur le destin, je ne sais plus si j'ai fait une vidéo là-dessus ou pas, mais en gros, il y a trois forces, le destin, la volonté et la providence. Et en gros, le destin, c'est ce qui se passe si tu ne fais rien, si tu te laisses aller, si tu laisses les choses qui se sont mises en place produire les effets qu'elles produisent. En gros, je vais te donner une métaphore qui est stylée, c'est la graine. Imagine un arbre, il produit des fruits. Une fois qu'il a produit un fruit, le fruit il tombe. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu ma vidéo sur les fruits, mais je l'ai enlevé, mais le fruit est un aliment extraordinaire parce que c'est le seul aliment, si tu réfléchis bien, qui veut que tu le manges. Un animal, il ne veut pas que tu le manges. Et si tu essayes de manger un animal, il te fuit. Une plante, elle ne veut pas que tu la manges. Si tu essayes de manger une plante, elle sécrète des trucs pour qu'elle soit un minimum toxique. Par contre, un fruit, littéralement, l'arbre, il le fait tomber pour que tu le manges. Parce que son but, c'est que tu le manges et que du coup, tu jettes son noyau plus loin et que son noyau, il pousse. Et bien ça s'appelle la volonté. Parce que l'arbre, sa destinée, c'est qu'il produise un fruit, que le fruit tombe à son pied, et que, comme il a un grand réseau de racines, eh ben, il ne puisse pas faire pousser des petits arbres. Et donc l'arbre, tout seul, ne peut pas se reproduire. En tout cas, oui, tout seul, un arbre ne peut pas se reproduire. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il crée une substance suffisamment succuleuse et extraordinaire pour que tu aies envie de la manger, et comme il sait que toi tu bouges, tu vas partir avec, et tu vas du coup jeter ton noyau plus loin, enfin son noyau plus loin, et du coup il va pouvoir repousser. Et bien ça c'est la providence. Toi tu incarnes la providence, tu es la force qui est venue changer son destin. Lui il vit dans sa destinée, il n'a pas le choix, il n'a pas le libre arbitre. Tout ce qu'il peut faire c'est faire les fruits. Et la volonté c'est le moment où toi tu as décidé d'aller attraper le truc pour le manger. Voilà le destin, la volonté et la providence expliquée en quelques secondes. Tu me diras si tu as vu quelqu'un qui arrive à te le faire aussi clairement et sans y réfléchir. Voilà. Après, il y a plein d'autres choses. Il y a la question des univers parallèles, il y a la question
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme nous exactement et qui vit la même chose à quelques nuances près dans un autre univers et tout ça, mais ça devient assez technique. Je pense que c'est trop perché pour ce soir, sauf si ça l'est pas. Vous pouvez me le dire. Merci pour ta réponse, pas de problème. J'ai une question. Est-ce qu'on peut être plusieurs personnes en une, avoir plusieurs entités, être double? Alors, être double, pour moi, ça n'a aucun sens. Par définition, si tu es un. Donc, être double, est-ce que c'est quoi? C'est le concept de dire je suis à la fois Liara fatiguée et Liara qui a plein d'énergie? C'est deux personnes différentes? C'est des états. Ou alors est-ce que tu vas dire non, mais il y a un moment où j'ai une vision du monde carrément et il y a un moment où je suis une autre personne? Pour moi, c'est être lunatique. Tu vas me dire oui, mais il y a des gens, ils sont bipolaires. Est-ce que c'est deux entités qui sont à l'intérieur d'eux? Je crois pas. Je crois pas personnellement. Après, c'est des questions très subtiles. Il y a plusieurs paramètres. Déjà, je pense qu'il y a des questions de connexion neuronale. En gros, tu as deux hémisphères dans ton cerveau, il se passe pas mal de choses, les deux hémisphères interagissent en permanence, et je pense qu'en fonction de la manière dont ils interagissent, tu peux avoir comme des blocages qui font que des fois tu as accès à une partie, des fois tu as accès à une autre partie. Je pense que des fois tu peux avoir des problèmes énergétiques qui font que tu es une personne ou une autre personne. Maintenant, la question de la possession et tout ça, pour moi, est très subtile parce qu'il faudrait encore définir ce qu'est l'extérieur. Quand tu dis « je suis possédé », tu supposes qu'il y a donc un être qui t'est extérieur et qui peut te posséder. Mais moi, de la même manière, je te poserai la question suivante, c'est quand tu reproduis les mêmes schémas du passé, il n'y a personne dans ta tête, il n'y a personne qui est derrière toi à t'agripper pour que tu refasses la même chose. Quelle est la différence? En quoi t'es pas possédé à ce moment-là, puisque tu fais un truc que tu sais être débile pour toi-même? Donc pour moi, le problème, il est comment tu poses la question. Tu vois, il y a des gens, quand ils meurent, ils disent « je vais au paradis », il y a des gens, ils disent « je vais dans l'éther ». Il y a des gens, ils disent juste « ma conscience sort de mon corps et elle se déplace dans le monde des consciences ». En fonction de la vision que tu as du monde, ma réponse sera différente. Donc je te demanderai quelle est ta vision du monde et je te dirai si on peut avoir des entités et être double. Comment savoir que l'on est une vieille âme, se souvenir de ses réincarnations? Je sais pas, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Tu as suffisamment de problèmes dans cette vie, je vois pas l'intérêt de te souvenir de tes réincarnations. Et je pense que si tu t'en souvenais, tu souffrirais et tu créerais encore plus de problèmes et tu ferais encore moins de choses. Je pense que c'est le genre de question qu'on se pose quand on n'a pas envie de faire le travail dans celle-là. Mais si jamais tu te poses la question, il y a des gens qui ont bossé là-dessus et qui sont apparemment compétents dedans. Mais je ne peux pas t'inventer une compétence que j'ai pas. Par contre, il y a la numérologie. La numérologie, c'est un truc que j'adore. Si tu m'envoies ta date de naissance, je peux te donner ta numérologie et te dire où tu en es dans tes cycles d'incarnation, d'après la numérologie. Les peurs et phobies sont-elles réellement les conséquences de nos vies antérieures passées? Non. Bah non, tu le sais que non. Si tu t'es brûlé quand tu étais petite, tu vas avoir peur du feu, donc ça n'aura rien à voir avec une incarnation passée où tu aurais été Jeanne d'Arc et on t'aurait cramé. Ça dépend. C'est pour ça que pour moi, il faut faire très attention à ces questions de ce qui s'est passé avant, de la création, de l'âme et tout ça, parce que si tu n'y vas pas avec une rigueur totale, en sachant exactement ce que tu veux en retirer, ce qu'il y a à comprendre, etc., et que tu vas juste en dilettante, genre « Oh, le concept a l'air sympa, oh, lui, il est bélier, ascendant gémeaux, c'est génial », si tu vas comme ça, tu vas juste t'embrouiller et sur l'ésotérisme et sur la réalité, et tu vas créer un flou. Pour moi, il faut choisir. Soit tu donnes ta vie à l'ésotérisme, moi c'est ce que j'ai fait, et du coup tu vas voir que c'est beaucoup plus subtil et complexe que ce qu'il n'y paraît. Ou alors tu lis ton horoscope tous les matins et tu trouves ça fun, et tant mieux, hein, la vie c'est fun. Tu crois au libre arbitre? Oui, mais pas dans la matière. D'ailleurs, c'est très intéressant. Les Hébreux, je ne sais pas si vous avez déjà vu, ont un archétype dans la Kabbale qui s'appelle l'arbre de la vie et des séphirotes. Et c'est un arbre avec des sphères, il y en a 10, et elles sont organisées d'une manière particulière graphiquement. Et en fait, si on regarde par niveau, il y a 7 niveaux. Et chaque boule correspond, en termes de niveau, à un chakra. Et en fait, ça démontre l'unité, l'unification de tous les ésotérismes, ce qui est une évidence pour tous ceux qui étudient l'ésotérisme. Il n'y a pas l'hindouisme, le bouddhisme, un autre truc. Tout est basé sur la même chose, dite d'une manière différente. Bref. En tout cas, la dernière des séphirotes, c'est le royaume, la matérialisation, et ça t'explique que tout ce qui se passe avant crée une réalité, mais cette réalité,
n'existe, enfin, n'a pas de capacité en elle-même à produire quoi que ce soit. Elle est juste la conséquence de ce qui a été créé. Donc tu peux créer des choses à l'extérieur de la matière, tu ne peux pas avoir un libre arbitre à l'intérieur. Mais il se passe des trucs intéressants. Si tu étudies la providence, tu verras qu'il peut se passer des trucs fun. La question qui est intéressante, je ne sais pas si elle est un peu trop perchée, mais c'est qui contrôle la providence, qu'est-ce que la providence, et qui est cette personne qui vient attraper ton noyau à toi et le jeter ailleurs pour qu'il se plante, si tu as suivi ma métaphore de l'arbre. Avoir un côté lumineux et un côté sombre, euh, ouais, le bien, le mal, le jour, la nuit, la dualité. Qu'est-ce que c'est un côté sombre? Être méchant, avoir une mauvaise intention? Je sais pas. Tu le sais en plus si tu as quelque chose de. Tu le sais toi-même. T'as pas besoin de moi pour te dire si tu as un côté sombre ou pas sombre, si tu as cette définition. Alors, numérologie, 13-5-1988. Alors, 13, 4 en. La numérologie, elle se divise comme suit. Tu as en gros le jour de ta naissance qui représente ton corps énergétique. C'est en gros l'équivalent de l'ascendant en astrologie, c'est la manière dont tu es. C'est un peu comment tu interagis avec les gens. Voilà, c'est un peu ton être électromagnétique, social, peu importe ce que ça veut dire. Ensuite, ton mois, ça représente ton naissance. C'est l'équivalent du signe astrologique de ta maison, si ça te parle. Et enfin, ton année, c'est lié au travail que tu viens faire dans ton incarnation, dans la matière. Donc un 4 en lune, ça veut dire que tu fonctionnes, enfin, ton énergie est dans le travail lié à ton ego. Un 4, c'est à la fois intéressant, mais tu as souvent, a priori, beaucoup d'émotions à travailler. Tu as souvent des trucs que tu dois maîtriser et gérer. Et attention dans les gens avec qui tu te mets, parce que le 4 est un petit peu particulier. Mais en gros, si tu as un problème avec quelqu'un, ça viendra souvent de toi. Si c'est un problème énergétique, je parle, si c'est un problème dans vos interactions, etc., c'est souvent les 4 qui doivent gérer le truc. Le 5 en lune est lié à tout ce qui est l'énergie de guérison, de transformation, le renouveau. Du coup, c'est possible que ton incarnation soit liée à passer à autre chose. Tu as fait des choses dans tes vies antérieures et celle-ci est dédiée à quelque chose de nouveau, etc. En tout cas, tu veux apporter une sorte de transformation à ton environnement. Et enfin, 1988, un 8. Et le 8, c'est l'abondance. Donc potentiellement, tu vas avoir une abondance dans la matière. Qui ne veut pas dire que tu vas être nécessairement riche. Ça peut être une abondance de choses physiques ou juste avec la nature, dans la richesse de ton échange avec la nature. Et du coup, un 4, 5, 8, ça nous fait un 8. Tu es dans l'énergie du 8. Donc ton chemin de vie, c'est l'abondance. Donc c'est un peu top. C'est un peu top. Et du coup, bah, tu atteindras l'abondance, apparemment en faisant une transformation, en faisant une guérison, avec un travail sur ton ego. Voilà comment on lirait ta conjoncture si on était numérologue. Coucou au troisième œil. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question sympa? Alors, donc ce soir, on est parti sur de l'ésotérisme, alors si je comprends bien. Mais la numérologie, je trouve ça intéressant. Mais ce que je trouve plus intéressant, c'est la numérologie de couple. C'est de voir avec les gens. Et ce que je trouve le plus marrant, c'est le fait que, au final, ça a l'air d'être juste des chiffres et des trucs anodins, même plus ou moins arbitraires, puisque t'es né le 31, t'es un 4 en lune, t'es né le premier, le lendemain, t'es un 1. On se dit, mais il n'y a même pas une continuité des chiffres, etc. Sauf que quand on fait l'analyse vraiment et quand on regarde, il y a des choses qui sont très intéressantes. Il y a des choses qui sont très intéressantes. Mais bon, tiens, pour parler de l'astrologie, qui est une science que j'aime beaucoup, beaucoup de gens disent que l'astrologie, ça n'existe pas, c'est débile, etc. Mais je voudrais quand même faire remarquer à ces gens qu'a priori, ils sont débiles. Ils sont débiles. Si vous réfléchissez bien, tout est cyclique. Littéralement, les astres régissent tout. Quand on regarde nos saisons, elles viennent de quoi? De notre position dans le système solaire. Le système solaire, soleil. Le soleil, c'est un astre. Hein, donc on est tous conscients que notre vie dépend de la position d'un astre. Donc je ne sais pas comment on pourrait ne pas être influencé par quelque chose qui dicte littéralement toute notre vie. Je ne parle même pas des femmes et des règles et de leur alignement avec la Lune. Je ne parle pas des marées qui sont alignées sur la position de la Lune et du coup son impact électromagnétique. Donc la Lune agit
de manière électromagnétique sur l'eau. On est constitué à plus de 70% d'eau, mais évidemment, on n'est ni impacté par le soleil, ni impacté par la Lune. Et pourtant, si on manque de soleil, on manque de vitamine D. Mais on n'est toujours pas influencé par le soleil, ni par la Lune, et par les autres planètes. Donc vous avez raison, c'est bien pour ça qu'on est régi par un calendrier qui est littéralement basé sur les astres. C'est pour ça que toutes les religions ont tout défini par rapport aux astres. Les musulmans, littéralement, leur emblème est un croissant de lune, qui est bien évidemment pas un astre. Leur calendrier est lunaire, donc toutes leurs fêtes religieuses sont alignées sur la position de la lune, qui n'est donc pas un astre. Les chrétiens vouent un culte au soleil. Il y a 12 apôtres comme les 12 mois de l'année, avec le Christ qui est un soleil, mais évidemment, il n'y a pas astrologie, alors que toutes les fêtes sont reliées et calées sur l'astrologie. Je ne sais pas si vous savez comment on calcule Pâques, mais c'est très simple. Vous regardez l'équinoxe de printemps, la première pleine lune après l'équinoxe de printemps, vous regardez le premier dimanche après la première pleine lune après l'équinoxe de printemps, et vous avez Pâques bizarrement. Mais évidemment, l'astrologie n'a rien à voir avec la religion et avec nous, évidemment. Et les Hébreux ont un calendrier, juste pour parler de tout le monde, ont un calendrier solilunaire. Donc évidemment, les astres n'ont aucun sens et n'ont aucune influence sur nous, mais tout le monde vit au rythme des astres. Parce que je vous rappelle que même le temps, vous avez une montre et tout, vous regardez quelle heure il est, vous regardez donc la position de la Terre par rapport à elle-même. Il faudrait quand même être très conscient que toute votre vie est régie par les astres. Mais ils n'ont aucune influence sur vous. Vous êtes plus fort que les astres. Voilà. Pour la numérologie. Mais la numérologie, c'est un peu naze par rapport à l'astrologie. La numérologie est à l'astrologie ce que l'horoscope est à l'astrologie. Qu'est-ce que c'est que cette métaphore bidon? Bref, on va dire que vous m'avez compris. Convaincu aussi de l'astrologie, ouais. Ouais, mais après, être convaincu ou persuadé ou y croire, ça n'a pas de sens. Il faut croire en rien, il faut faire l'expérience des choses. Si je te dis que c'est vrai et que toute ta vie te démontre que c'est faux, ben, c'est peut-être vrai, mais dans ta réalité, c'est faux. Si par contre, un jour, tu peux prédire un truc, ou si tu comprends quelqu'un grâce à ça, ou si tu fais un modèle et qui s'avère être vrai quand tu le confrontes à la réalité, ben, tu pourras dire que c'est vrai. Si tu réfléchis, c'est un peu ça la science. Les scientifiques, ils te font croire qu'ils ont un pouvoir magique de voir des choses que toi, tu vois pas, mais en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient un phénomène qu'ils n'expliquent pas. Par exemple, ils voient un truc qui tombe, et ils disent oula, c'est chelou, il y a un truc qui est tombé. Et puis ils commencent à y réfléchir, ils sont là, Patrick, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui est tombé. Et Patrick, il est là, et puis un jour, il y a une pomme qui tombe sur sa tête, et t'as Newton qui te pond la théorie de la gravité. Mais littéralement, c'est des gens qui observent des choses qu'ils considèrent mystiques. C'est juste que maintenant, quand tu regardes un scientifique, tu as l'impression qu'il est anti-mystique parce qu'il te parle de choses qui ont déjà été analysées, et les choses qu'il n'a pas encore analysées, eh ben, il t'en parle pas, tout simplement parce que tu peux pas forcément les comprendre et que ça t'intéresse pas. Mais en vrai, un scientifique, c'est pareil qu'un mec mystique. C'est quelqu'un qui observe les trucs que personne comprend et qui ont l'air magiques. Simplement, il t'explique en quoi c'est pas magique. Mais même la magie, ça s'explique de manière scientifique en soi. Voilà, pour l'ésotérisme. Et est-ce que quelqu'un a une histoire marrante Est-ce que quelqu'un a une histoire marrante de confinement? Est-ce que quelqu'un a une anecdote fun? Parce que là où je suis, moi, il n'y a pas de confinement. Donc la vie est à peu près toujours la même. Mais je me demande vraiment ce qui se passe dans les gens qui restent enfermés entre eux. Est-ce qu'il y a eu plus de naissances? Est-ce qu'il y a eu plus de révélations? Est-ce qu'il y a eu plus Est-ce qu'il y a des gens qui se sont révélés à eux-mêmes? Est-ce qu'il y a des gens qui pètent des câbles et qui font n'importe quoi? Les voyants et le tirage des cartes, t'en penses quoi? C'est une très bonne question. Le tirage des cartes, ça dépend. Moi, j'ai étudié le tarot, j'ai étudié quelques oracles, etc. Mais pour moi, tu peux pas vraiment faire tu peux pas tout mélanger. Toutes les cartes ne se valent pas, et tous les tirages ne se valent pas, et toutes les personnes qui tirent ne se valent pas, et toutes les méthodes ne se valent pas. Si tu enlèves tout ça, il se trouve que... comment te dire? Tu verras, si tu étudies suffisamment la chose et si tu pratiques suffisamment la chose, qu'il semblerait qu'il y ait comme une énergie, appelons-la le hasard pour utiliser des mots passe-partout. Il y a une énergie qui s'amuse à faire des coïncidences, on va dire ça comme ça. Voilà, à ceux qui ont une intention pure.
Et donc, les tirages de cartes ont ceci, qui te disent des messages qui ont un sens dans ta vie de tous les jours. Mais tout le monde ne sait pas les lire, hein. Faut vraiment pas croire que tu fais un tirage. Enfin, moi, j'ai vu beaucoup de gens faire des tirages et qui racontent absolument n'importe quoi. Je vais même le dire à l'envers. J'ai vu très peu de gens qui ont une connaissance en astrologie et qui disent des choses sensées. J'ai vu très peu de gens qui font des tirages intelligents. J'ai vu des aberrations que tu peux même pas imaginer de gens qui me prétendaient avoir des connaissances là-dessus. Pour les voyants, par contre, ma vision est plus intéressante. Je dirais que dans le monde, il existe un truc, enfin dans le monde, je pense que nous ne sommes que des projections de nos consciences et que nos consciences évoluent ailleurs que là où nous sommes. Simplement, en gros, être incarné nous permet de faire l'expérience de ce que nous sommes et ça fonctionne comme un projecteur, tu vois, comme un rétroprojecteur. Je pense que toutes les réalités que nous avons chacun, en gros, la vérité, c'est l'ensemble des réalités du monde. La vérité, c'est ce qui est, c'est toute l'information, et nous, étant limités par nos sens, on ne peut voir qu'une partie infime de l'information. Et cette partie que nous arrivons à capter, c'est ça qu'on appelle la réalité. Elle est du coup relative à nous. Mais si tu prends la somme de toutes les réalités de tout le monde, tu trouves la vérité. Je pense que quand tu es capable de sortir de la matière, que ce soit par une projection, par un voyage astral, par une sortie de corps, par de la drogue, par d'autres fonctionnements, quelle qu'en soit ta stratégie, je pense que tu peux arriver dans un espace dans lequel tu as accès à d'autres réalités, qui ne sont pas que la tienne, et qui ne sont pas que celles de nous, puisque nous évoluons sur la même dimension, mais il existe d'autres formes de conscience qui évoluent dans d'autres dimensions, à mon avis. Et donc, je pense qu'il y a des gens qui ont une capacité d'avoir accès à certaines de ces informations à des moments donnés. Mais je pense qu'on peut tous le faire, hein, pour le coup. Ça demande juste un entraînement que peu de gens ont envie de faire, mais je pense qu'on a tous accès au monde éthérique, au monde en dehors du monde. D'ailleurs, c'est marrant, hein, si tu n'as jamais essayé de faire un voyage astral, je te le conseille. Que tu réussisses ou pas, c'est une expérience marrante. C'est une expérience marrante. Mais d'ailleurs, est-ce que parmi vous, il y a des voyants et des médiums très différents, le médium, hein, on m'a expliqué la différence entre les deux. Très très différents. Et voilà, j'espère que ça répond à ta question. Ça répond à ta question. Mais moi, il y a un truc que je trouvais plus marrant, c'était... sachant que quand on dort, on quitte notre corps. Et que quand on quitte notre corps, on est dans le monde des âmes et on peut se balader, etc. Je me demandais, quand tu es avec quelqu'un dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que vous faites quand vous vous retrouvez dans l'astral? Moi, je trouve que ça, c'est des questions marrantes. Quand tu croises ta mère dans l'astral, vous faites quoi? Est-ce que dans l'astral, c'est aussi ta mère? Est-ce que vous êtes là en mode ah, c'est marrant, quand on va revenir, tu seras à nouveau ma mère et que tu feras ça, etc. Genre, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est ça que j'ai toujours trouvé fun. Est-ce que ta copine, tu vois, est-ce que tromper dans l'astral, c'est tromper? Est-ce que si t'embrasses une femme dans l'astral, est-ce que ta femme, elle doit être jalouse ou pas, tu vois? Ça, c'est des questions un peu sympas. Ouais, le voyage astral. Tu verras si ça te parle. Je pense que si quelque chose te parle, si ça résonne, c'est que t'as peut-être un truc à faire là-dessus. Donc voilà. Est-ce qu'il n'y a plus de questions? Est-ce qu'on a fini pour ce soir? Est-ce que c'était le live de l'ésotérisme? Ça fait combien de temps? 1h08. À vous de me dire. Ou si vous voulez, je vous raconte une anecdote de la semaine ou un truc marrant qui s'est passé. Mais à vous de me dire. Bon, en attendant, je vais vous raconter une anecdote sur la DMT. Parce que du coup, je sortais donc avec des hippies qui prenaient de la DMT entre autres et des champignons et ils avaient évidemment une vision très altérée de la réalité. Et c'était très intéressant parce que quand ils prenaient des champignons donc hallucinogènes, ils faisaient un trip, ils voyaient un monde et les trips sont très différents. Alors pour ceux qui s'y connaissent, j'imagine que bah forcément ma compréhension de la chose est très limitée. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, ils se diront mais c'est énorme ce monde, etc. Mais en gros, en fonction des variétés, des doses de plus ou moins plein de choses, on vit des expériences différentes. Il y en a par exemple qui vont être dans le même monde que nous, simplement ils auront une sensibilité un peu différente. C'est comme si certains étaient capables de voir les auras. Donc ils vont être pareils, sauf que là maintenant ils vont voir une lumière autour de vous, etc. Et voir un espèce de corps par-dessus votre corps.
Il y a des gens, eux, ils vont avoir des hallucinations, ils vont avoir l'impression que vous devenez grand, petit, que les fruits parlent, dansent, que la nature chante. Il y a des gens, ils vont sortir de leur corps et tout, donc les choses sont assez différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand ils font cette expérience, ils ont un rapport à eux-mêmes qui devient extrêmement différent. Ils ont un rapport à la nature qui devient extrêmement différent. Et au fond, c'est quelque chose qu'on a tous vécu nous-mêmes. Si vous regardez, quand vous êtes amoureux de quelqu'un, vous êtes à fond, la vie est belle, vous l'aimez, les choses ont une saveur unique, ses défauts sont magiques, ils viennent agrémenter la beauté de l'idylle que vous vivez avec lui, etc. Et le jour où vous l'aimez plus, eh ben, les trucs qui faisaient sa petite spécificité, etc., ça devient les trucs qui vous rendaient hystérique, les trucs qui vous saoulent, etc., etc. Et ben, au final, c'est un peu la même chose. Mon ex et eux avaient des révélations assez improbables sur l'univers et des choses que je trouve vachement profondes. Hein. Il y a des réflexions qu'ils ont commencées qui m'ont permis de comprendre des choses, etc. Sauf qu'ils n'appliquaient absolument rien dans leur vie de tous les jours. C'était assez drôle. Et du coup, ils recommençaient inlassablement à reprendre des drogues pour retrouver cet état de lucidité qui était du coup très temporaire et passager. Par contre, le jour où elle a pris de la DMT, la vie n'a plus jamais été pareille. Évidemment, je ne vous incite pas à faire quoi que ce soit. Moi, si je devais vous inciter à faire un truc, ce serait comme moi, aller dans une grotte et rester pendant une semaine, les yeux fermés, à jeûner. Et voilà. Mais il y a des expériences marrantes à vivre. Des expériences marrantes à vivre. Et pour ceux qui s'intéressent et qui veulent faire des recherches là-dessus, la voie de la grotte, c'est une voie taoïste. L'ayahuasca, c'est l'Amérique du Sud, c'est les chamans. En Afrique, il y a l'iboga, pour ceux qui s'y intéressent, qui est une plante qui fait le même genre d'effet, mais il faut évidemment une cérémonie particulière. Dans la culture celtique, je ne saurais pas vous dire quel est le nom du breuvage qui est utilisé. Et voilà. Voilà. Mais ce qui est très intéressant dans la DMT, c'est que, oui, contrairement aux champignons où chacun fait son expérience, vous allez avoir des gens qui vont parler avec des arbres et tout machin, tous les gens qui ont pris de la DMT, quel qu'en soit l'endroit dans le monde, et vous pouvez le tester en regardant des vidéos des gens, vous verrez, c'est assez fou, ils vous racontent tous la même chose. Ils ont tous vu la même chose. C'est pas un truc où... c'est ça qui est mystique, quelque part. C'est que c'est pas une expérience que chacun fait et qui est personnalisée et différente. Quelqu'un va vous dire, moi j'ai vu un mur noir, et l'autre il va dire, ah moi j'ai vu un oiseau, moi j'ai parlé avec un tel, l'autre il a parlé... Non. Tout le monde va au même endroit, tout le monde voit les mêmes choses, caractéristiques, etc. Et c'est ça qui en fait quelque chose de vraiment intriguant, et c'est pour ça que ça m'a intéressé. Parce que je me suis dit, si tout le monde va au même endroit, qui est un endroit quasi infini, se déplace de la même manière dans cet endroit, ils voient les mêmes choses, a les mêmes sensations et des choses très précises, en ne se concertant pas, en parlant pas les mêmes langues, etc., et reviennent et sont totalement lucides et ont l'impression, et aussi, ah oui, contrairement à toutes les autres drogues, la DMT, vous n'êtes pas différent, vous n'avez plus de corps, mais vous êtes la même personne. Vous n'êtes pas une... C'est pas comme quand vous prenez de l'herbe, par exemple, et vous devenez un peu plus créatif ou plus parano, ou je ne sais. Là, vous êtes la même personne, simplement vous êtes dans un autre espace. Il faut le voir comme ça. Donc, quelqu'un qui est pareil, qui revient pareil, mais avec une notion du temps qui a complètement changé, qui a l'impression d'avoir eu des révélations et qui a vu la même chose que les autres. Je me suis dit, il y a peut-être un truc à creuser dans cette affaire. T'as fait ça, la grotte? Non, j'ai préparé cette aventure de la grotte, et malheureusement, les astres ne se sont pas alignés pour que j'aille jusqu'au bout, mais j'ai commencé l'exploration du truc. Bon, après, moi, j'ai fait des trucs très perchés. J'ai regardé le soleil pendant... J'ai fait du sun gazing, je sais pas si tu connais, pendant 3 ans, et pas mal d'autres choses. Et donc, je m'étais préparé à cette expérience, mais malheureusement, il faut un timing hein, pour pouvoir partir quelque part, dans une grotte, pendant une semaine, a priori tout seul, etc. Il faut que tu prépares le truc. Ça se fait rarement, genre tu sors de chez toi et tu poses un congé et tu vas dans une grotte. Donc les astres, malheureusement, ne se sont pas alignés après ma préparation. Salvia divinorum, je dirais dans la culture celtique. Ah, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose. Bah c'est sympa, je regarderai. Je regarderai. J'aime bien la culture celtique, mais je m'y suis pas encore plus intéressé que ça. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Mais d'ailleurs, est-ce que parmi vous, quelqu'un a pris des hallucinogènes, des champignons
Après, je sais qu'il y a d'autres trucs un peu à la mode, genre l'acide, le LSD, les trucs comme ça, mais je trouve que c'est assez différent même dans... Enfin, moi, j'ai pris aucune de ces drogues, mais je pense que c'est très différent dans le rapport que tu as à la chose et ce que ça te fait. Ah, de la sauge! Alors là, on en apprend tous les jours des trucs. En plus, la sauge, ça se fait pousser assez bien. On en apprend tous les trucs. Ok. Une sauge sauvage, particulièrement dense, particulièrement concentrée, qui fait des trucs un peu fous. Ok. Mais d'ailleurs, pourquoi, d'après vous, on s'intéresse à tout ça? Parce que si on réfléchit bien, on est venu s'incarner alors qu'à la base, on est dans un monde éthérique. Si tout le monde vient de ce monde éthérique, pourquoi quand les gens ils s'incarnent, ils cherchent à revenir dans ce monde éthérique? Pourquoi il y a une fascination pour un endroit dont on viendrait? C'est un peu bizarre. Ce serait comme si tu dis oh je peux plus rester chez moi, j'en ai marre, il faut absolument que je sorte. Tu sors de chez toi et après tu dis mais c'est comment déjà chez moi? Il faut absolument que j'y retourne pour voir comment c'est. D'où vient cette fascination? Et pourquoi on n'est pas heureux de faire des expériences basiques de la vie? Genre pourquoi on n'est pas heureux de prendre le métro? Pourquoi on n'est pas heureux de sortir ses poubelles? Parce que ça c'est des trucs qu'on peut pas faire dans l'astral. Pourquoi on n'est pas heureux de ça? Et tiens d'ailleurs en parlant de libre arbitre, j'ai aussi une question. Si vous aviez la capacité de modifier le libre arbitre de certaines personnes, est-ce que vous le feriez? Si on vous donnait une technique, si vous pouviez faire un talisman, si vous pouviez faire une poupée vaudou. D'ailleurs, c'est marrant, personne ne m'a demandé si ça existait, si je croyais à ça ou pas. Mais si vous pouvez faire un talisman, une poupée vaudou, etc., est-ce que vous le feriez? Est-ce que vous modifieriez le libre arbitre de quelqu'un? Est-ce que pour reconquérir une ex, s'il y avait une potion à lui faire boire qui n'est pas le GHB, ne le faites pas? Est-ce que vous le feriez? La salvia râpée et l'ayahuasca. Waouh, l'ayahuasca, tu l'as fait où? Parce que si tu me réponds que tu l'as fait en France, je serais surpris. Je sais que ça se fait en France, hein, attention. Mais j'aurais beaucoup de questions. Qui était ton chaman? Quelle était cette histoire? Et en qui as-tu fait confiance? Parce qu'on ne sait pas consciemment combien de temps l'expérience va durer. Et alors? Et alors? Tu vois, regarde, les gens, ils me demandent comment on sait combien on a fait d'incarnation et de réincarnation. Donc les gens se demandent combien ils ont vécu de vie, donc ça a l'air d'être important pour eux de venir, de revenir. Et en même temps, ils disent, c'est parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Bah si, si tu as fait 1 million d'incarnations, si tu sais toujours pas combien de temps ça dure, soit ça veut dire que le temps n'existe pas, auquel cas tu crédites ma thèse, soit ça veut dire que tu mets quand même beaucoup d'incarnations à comprendre. En Belgique. Bah écoute, je suis un peu dubitatif. Je suis un peu dubitatif. Mais moi qui ne suis pas du tout dans le genre de pratique, parce que je n'aime pas prendre des trucs exogènes, euh, je trouve ça fou. Je trouve que c'est tellement littéralement un truc que j'aurais envie de faire en plein milieu de la nature. Ouais, je trouve ça ouf de le faire en Belgique. Bon, tu me diras, il y a de la nature en Belgique, hein. La Belgique n'est pas un exomonde. Ah, ah, bonjour à Sophie. Coucou Sophie. Ah, si à Sophie, on va parler de choses un peu plus marrantes. T'as un sujet marrant, Sophie? T'as une question à nous poser? Une question sur la vie, une question sur les couples? Là, on est parti dans du trop perché. On est en train de parler de sortir de notre corps et de faire des trucs improbables. Donc, si t'as un truc pour nous ramener sur la planète. Et on en parlera en MP si tu veux. Les chamans étaient venus du Brésil. Ouais, bah ouais, grave. Grave. Bah grave, en vrai, grave. Grave. L'ayahuasca, c'est un truc assez fascinant, je trouve. Assez fascinant. Mais ce que j'aime bien, en plus de ça, de ce que j'ai compris et de ce que mon ex me racontait, c'est que là où tu vas et là où et ce que tu vois, t'es pas maître de ton expérience. Tu décides pas ce que tu vas vivre. C'est pas toi qui dis je vais faire ça, je vais faire ça. Enfin, il y a des gens, des choses, peu importe comment tu l'appelles, qui te permettent des choses ou ne te les permettent pas et te renvoient s'ils estiment que tu n'es pas à ta place. Selon toi, est-ce que les zones énergétiques existent? Et si oui, est-ce qu'elles peuvent altérer un lieu comme un immeuble? Alors, il y a plein de choses. Le premier truc, c'est ce qu'on appelle les ondes de forme. C'est un des principes des talismans. Il y a deux principes dans les talismans, mais un des principes, c'est les ondes de forme.
Euh, Désolé. Très bien, coucou. Donc, tu as d'abord les ondes de forme. En gros, si tu étudies un peu les histoires du Feng Shui, etc., mais tu as plein d'autres choses, hein. Si tu regardes la géométrie sacrée, et même si tu fais des expériences tout bêtement, hein, si tu regardes deux pièces, va dans une pièce qui est carrée, par exemple, où tu as des angles droits partout, ça c'est à peu près un carré, et ensuite fais l'expérience d'aller dans une pièce qui est ronde ou ovale, et tu vas voir que tu n'as pas le même rapport à l'espace. Même si tu as la même superficie, même si c'est exactement au même endroit, tu n'as pas le même rapport à l'espace. Tu n'as pas le même rapport avec un objet circulaire, sphérique, avec un objet carré et tout, etc. Donc il y a déjà juste, tu es affecté par la forme des choses qui sont autour de toi. Après, il y a des énergies telluriques. Ça, c'est pas un débat. Tu vois, quand il y a un volcan en éruption, c'est parce que les plaques, elles se cognent et que, du coup, ça fait un trou, et de ce trou jaillit de la lave et du magma. Donc, nier l'existence d'énergie, c'est un problème de lucidité. Il y a des énergies dans le sol et qui bougent. La question, c'est plus leur nature. C'est de dire, est-ce qu'il y a des vortex? Est-ce qu'il y a les réseaux de Hartmann? Est-ce que c'est vrai ou pas, etc. Et là, tu peux faire des expériences assez simples avec un pendule. Avec un pendule, tu pourras toi-même suivre un réseau énergétique. Donc après, à toi de décider si tu considères que l'expérience que tu fais toi-même, de demander à un réseau et que tu as une réponse et que tu suis un truc, est-ce que ça existe ou pas? Bah, je te laisse maître de ton libre arbitre. À toi de décider. Mais est-ce qu'il y a des énergies telluriques? Ouais. C'est d'ailleurs, elles étaient souvent marquées. C'est là où les gens mettaient des menhirs, où ils mettaient des pierres, ou des endroits comme Stonehenge, des endroits comme le Mont Saint-Michel, les trucs comme ça, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, dans une certaine mesure, les pyramides en Égypte. Si tu suis les réseaux d'Hartmann et les choses comme ça, tu vas voir que les monuments les plus mythiques n'ont jamais été placés au hasard. Et comme par hasard, ils se retrouvent tous sur une espèce de grille. Voilà. Donc, ouais, je pense. Tu décides pas consciemment en tout cas, mais tu peux demander à la plante de travailler sur tel ou tel autre truc. Au final, tu te reconnectes à toi, à la source, donc ce que tu vois est déjà en toi. Intéressant. Bah alors du coup, on en parlera parce que je pense qu'il y a une différence entre la DMT, la 5-MeO et l'ayahuasca. Du coup, on pourra en parler. Tu le vois juste en moins brut. Mais la question, c'est en quoi ça t'a changé après? Est-ce que ta vie a changé? Est-ce que ta perception du monde a changé? Est-ce qu'il y a un truc fondamental? Tu vois, un peu comme cette histoire de l'éveil, si tu veux. Il y a une question que je trouve intéressante, d'ailleurs, c'est la question de l'illumination. Est-ce que ça existe? Et si ça existe, où est-ce qu'on, qu'est-ce qui se passe quand on est illuminé? Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on reste vivant? Est-ce qu'on connaît des gens illuminés? Etc. Et je pense que l'ayahuasca, il y a beaucoup de gens qui voient ça comme à peu près une forme d'illumination, mais temporaire. Est-ce que tu le vois aussi comme ça ou pas? Là est la question. Mais bon, on pourra en parler en privé. Est-ce que vous voulez parler d'un dernier truc ou est-ce qu'on a fini? J'ai l'impression que ce soir c'était plus calme. On était moins à fond, moins de trucs, moins de sujets à échanger. Mais voilà, si vous avez un truc, allons-y. Et sinon, bah, je vous laisse et je vous remercierai pour votre attention et le partage. Ok. Oui et non. Oui, ça a changé ma vision des choses, très visiblement, pendant quelques semaines, plus subtilement après. Ouais, comme beaucoup d'expériences, j'imagine, dans une certaine mesure. Comme beaucoup d'expériences. Ok, bah très bien. Écoutez, merci à tous. N'hésitez pas d'ailleurs à l'avenir à m'envoyer des questions avant les lives. Si vous avez une situation, bah, ceux qui ne le savent pas, quand vous avez un problème particulier, etc., je fais des consultations et j'analyse votre problème et j'essaye de vous expliquer les tenants, les aboutissants, pourquoi il se passe ce qui se passe, comment vous pensez, pourquoi vous pensez comme ça, comment les autres personnes qui font partie de votre problème pensent. Et du coup, vous retrouvez la vision claire et le recul de savoir ce qui se passe et après à vous de décider ce que vous avez envie ou pas de faire. Mais du coup, si jamais vous n'avez pas envie de prendre une consultation, envoyez quand même une histoire que vous avez et une problématique et du coup je les traiterai en live. Comme ça, on aura des cas concrets. Parce que je trouve ça intéressant au final, ça peut être...
vous avez les vidéos que je publie la semaine, etc. où c'est ma vision sur un sujet, et puis après on fait genre des études de cas spécifiques et on prend des cas de la vie courante pour que vous voyez comment ça se traduit dans des situations concrètes. Voilà. Bah écoutez, très belle soirée à tous et de toute façon n'hésitez pas à m'envoyer des messages même pour dire bonjour et un coucou, hein. Il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir une question. Prenez soin de vous.